Je m'appelle Cassandre Moreau, mais mes amis m'appellent Cassie. J'ai 34 ans, et tout a basculé un mardi soir, en pleine semaine ordinaire, quand j'ai vérifié mon ticket de loterie et découvert que j'avais gagné 47 millions d'euros. Oui, vous avez bien lu. 47 millions. Mes mains tremblaient en regardant ces 6 chiffres alignés parfaitement, comme une constellation improbable dans le ciel de ma vie morose. Après le choc initial, une pensée étrange m'a traversé l'esprit, je ne dirai rien à personne. Pas un mot. Il faut dire que ma relation avec ma famille, quand il s'agit d'argent, est loin d'être simple. Si vous lisez ça, laissez un commentaire pour me dire d'où vous me regardez. Avant de vous raconter cette décision qui a changé ma vie, appuyez sur j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies de loyauté et de trahison familiale. Parfois, on croit connaître les gens, et puis, paf, la réalité vous claque au visage. Avant ce fameux mardi, ma vie était d'un ennui presque artistique. Je travaillais comme comptable dans une petite agence de communication à Rouen, ville charmante mais pas franchement synonyme de fortune. Je gagnais juste assez pour payer mon petit appartement dans le quartier Saint-Sevé, un 2 pièces modeste mais à moi. Rien de tapac sans grave-l'œil, mais j'y étais bien. Chaque matin, le réveil sonnait à 6 heures, je préparais mon café noir comme mes rêves d'évasion, et je me plongeais dans une journée pleine de factures, de rapports et de stress. Mes semaines faisaient souvent 60 heures, surtout en période fiscale. La routine. Ma famille? Un vrai feuilleton à la française. Mes parents, Gérard et Diane Moreau, ont divorcé quand j'avais 14 ans. Papa s'est remarié avec Stéphanie, une agente immobilière au goût très supérieur et au portefeuille bien garni, qui dépensait sans compter, comme si l'argent poussait sur les arbres. Maman, elle, a trouvé l'amour avec Warren, un entrepreneur prospère mais aussi radin qu'un contrôleur des impôts un lundi matin. J'ai 2 frères et sœurs. Ma petite sœur, Élise, 30 ans, la fille modèle. Diplômée d'HEC, mariée à un chirurgien brillant nommé Paul, elle vit dans une belle maison à Mont-Saint-Aignan, avec leurs 2 enfants parfaits, qui font du piano et du tennis le mercredi après-midi. Mon grand frère, Julien, 36 ans, est, disons, un éternel chercheur. Il change de boulot comme de chemise, enchaîne les histoires sentimentales et a fait de l'art d'emprunter de l'argent à la famille sa spécialité. À chaque appel désespéré, promesse de remboursement, puis silence radio jusqu'à la crise suivante. Une vraie tragédie grecque familiale. L'ombre de la famille élargie plane aussi. Ma tante Martine, la sœur cadette de maman, est sans doute la seule vraie lumière. Prof d'école élémentaire dans un village près d'Évreux, elle vit d'un salaire modeste, roule dans une vieille Peugeot qui fait un bruit de tracteur, mais elle est toujours là quand ça compte. À l'autre bout du spectre, ma tante Hélène, la sœur aînée de papa, mariée à un riche industriel, qui n'a jamais manqué une occasion de critiquer mes choix de vie, ma petite vie de comptable, et mon éternel célibat. Son fils, Romain, a hérité de son arrogance mais pas de son compte en banque, et il a un sérieux problème avec les jeux, que la famille fait semblant d'ignorer. J'ai appris à mes dépens que la générosité dans ma famille a souvent un prix. Il y a 3 ans, quand Julien a prétendu devoir 5 000 € pour une cure de désintoxication, j'ai vidé mes économies modestes. Plus tard, j'ai découvert qu'il n'avait jamais mis les pieds en centre. Quand Élise a eu besoin d'aide pour financer son mariage, j'ai avancé 2 000 € sur ma carte bleue, qu'elle n'a jamais remboursée. Et quand mon père a réclamé de l'aide pour réparer sa toiture après la tempête, je lui ai envoyé de l'argent, puis j'ai vu des photos de lui et Stéphanie en vacances à Saint-Tropez le mois suivant. La seule personne à qui je pouvais vraiment tout confier, c'était mon amie Charlotte. On s'est rencontrés à la fac, et elle comprend ce que c'est que de galérer. Infirmière dévouée, elle n'a jamais jugé ma famille compliquée. Elle est ma voix de la raison quand la colère me gagne, me rappelant que tout le monde n'est pas là pour me plumer. Le boulot, c'était pas mieux. Mon patron, Arnaud, avait l'habitude de me piquer mes idées lors des réunions clients, et mon collègue Damien finissait toujours sa journée plus tôt, me laissant gérer son boulot, tout en récoltant les louanges. Je gardais la tête basse, espérant qu'un jour, ça paierait. Acheter des tickets de loterie, c'était mon petit luxe, mon rituel du vendredi. Toujours 10 € chez le petit kiosque de Monsieur Gustave, un homme charmant qui connaît tous ses clients par leur prénom. Ma mère se moquait en disant que je faisais des attaques sur les gens qui ne savent pas compter. Mon frère me taquinait en disant que je ferais mieux de lui filer l'argent directement. Mon père me faisait des cours de probabilité. Moi, je gardais espoir. J'avais des rêves, bien sûr. Voyager, voir autre chose que la Normandie, peut-être reprendre des études, un master dans un domaine qui me passionne. Avoir assez pour ne plus trembler devant une facture de voiture ou une visite chez le médecin. Mais la réalité me rattrapait toujours. Mes dettes étudiantes, ma carte bancaire toujours un peu dans le rouge, le boulot qui m'aspirait. Une vie ordinaire, parfois rude, mais stable. Le jour où j'ai acheté le ticket gagnant, c'était mon 30e anniversaire. J'avais fini une semaine particulièrement épuisante,
où Arnaud avait encore volé la vedette avec une de mes stratégies financières. Chez Gustave, ce vendredi-là, j'ai décidé de prendre un risque. Au lieu de laisser la machine choisir, j'ai sélectionné mes propres numéros, mon anniversaire, ceux de mes parents, de tante Martine et de Charlotte. Des chiffres qui comptaient, même si certains m'avaient déçu point le soir, j'ai commandé un plat thaï, ouvert une bouteille de vin que Charlotte m'avait offerte, et me suis installée pour une soirée tranquille. La loterie tirait ses numéros à 20h, mais je n'y prêtais guère attention. Vers 20h30, j'ai jeté un œil distrait à mon téléphone. Le premier numéro, 3, le deuxième, 16. Le cœur qui s'accélère, le troisième, 12. Puis 21. Puis 9 et enfin 30. Mon souffle s'est coupé. J'ai vérifié, revérifié, allumé la télé et suivi le tirage en direct. Chaque chiffre tombait comme un coup de tonnerre. Je tremblais tellement que j'ai fait tomber la télécommande. JE venait de gagner 47 millions d'euros. Après impôts, un peu moins, mais une somme qui défie l'entendement pour une fille qui s'extasiait quelques heures plus tôt devant un coupon de réduction sur la lessive. JE n'est pas fermé l'œil de la nuit. J'ai passé des heures à lire des histoires de gagnants de la loterie ruinés par leur fortune soudaine. Famille déchirée, amis rapaces, dettes, faillite. La loterie, la voie la plus rapide vers le chaos. Le matin, j'ai pris une décision. Je réclamerai l'argent, mais sans en parler à personne. Pas à mes parents, ni à mes frères et sœurs, pas même à Charlotte. Pas tout de suite. J'avais besoin de temps, de réfléchir. J'ai appelé mon avocat, Philippe Montaigne, spécialiste en gestion de patrimoine. Son bureau, dans un immeuble moderne du centre-ville, sentait la réussite. Moi, j'étais là, dans mes habits simples, le ticket gagnant serré dans mon sac, me sentant comme une imposture. Philippe, la cinquantaine élégante, cheveux poivre et sel, lunettes chères, m'a expliqué comment créer un trust aveugle pour protéger mon anonymat. Il m'a mis en garde. Le pire que font les gagnants, c'est de trop vite révéler leur victoire. Une fois que le secret est tombé, impossible de revenir en arrière. En 2 semaines, avec Philippe, j'ai sécurisé mes gains, ouvert des comptes d'investissement, monté un plan financier béton. J'avais maintenant plus d'argent que je n'en aurais jamais rêvé, mais ma vie quotidienne ne changeait presque pas. Je continuais à me lever tôt, à faire semblant de m'inquiéter des factures, à conduire ma vieille Renault Clio qui chantait sous la pluie. Le poids du secret était lourd. Je me demandais ce que ma famille ferait si elle savait. Serait-il heureux pour moi? Respecterait-il mes limites? Ou me verrait-il comme un distributeur automatique sur pattes? Alors l'idée m'est venue. Et si je testais leur véritable nature avant de leur révéler quoi que ce soit? Je mettrais en scène une fausse demande d'aide financière, modeste mais significative, pour voir qui tendrait la main sans attendre rien en retour. J'ai préparé mon histoire. La boîte où je bossais a fermé brutalement, je suis au chômage, j'ai besoin de 5 000 € pour payer mon loyer et quelques frais médicaux. Rien d'extravagant, mais assez pour évaluer leur réaction. J'allais contacter mes parents, mon frère et ma sœur, mes 2 tantes, et même ce cousin romain, histoire de faire un bilan complet. Charlotte, toujours ma voix de la raison, m'a mise en garde contre cette manipulation, mais j'étais décidée. Je voulais savoir. Après tout ce que j'avais donné, il était temps de voir qui serait là pour moi. Le lendemain, armée de mon mensonge, j'ai commencé à appeler. La suite? Je vous raconterai bientôt. Mais sachez une chose. Parfois, le plus grand jackpot, ce n'est pas l'argent, mais la vérité qu'il révèle. Le matin où j'ai commencé mon expérience, j'avais choisi de contacter ma mère, Diane, en premier. Je savais qu'elle avait toujours aimé se poser en mère courage, sacrifiant ses rêves pour nous élever. Alors, c'était à elle que je voulais d'abord tendre la perche, pour voir si elle la saisirait. Ma voix était volontairement tremblante, comme si le poids du monde reposait sur mes épaules. Je lui ai raconté cette histoire bien ficelée. La fermeture brutale de mon agence de communication, les indemnités de chômage qui tardaient à arriver, les frais médicaux qui s'accumulaient. 5 000 €, rien d'exorbitant, juste assez pour ne pas sombrer. Elle a exprimé sa tristesse, ses inquiétudes, mais très vite, j'ai senti la distance. Elle a évoqué la maison de vacances au bord du lac, un investissement récent qui avait vidé leur trésorerie. Warren et moi, on est un peu juste en ce moment, m'a-t-elle dit, d'une voix qui trahissait à peine son embarras. Puis, comme pour se dédouaner, elle m'a suggéré de demander à mon père ou à Élise. Ah, Élise, la sœur parfaite avec son mari chirurgien et sa maison sans une trace de poussière, toujours prête à justifier ses refus par des dépenses imprévues, comme si son agenda de mère modèle ne lui laissait pas une minute pour aider. Le lendemain, j'ai rencontré mon père, Gérard, dans un café du centre-ville. J'ai pris soin de choisir un endroit public, pensant que cela le rendrait moins virulent. Mais il a commencé à me sermonner, comme un vieux professeur de lycée fatigué de ses élèves. Il m'a rappelé la nécessité de toujours avoir 6 mois d'économie, m'a fait la morale sur mes dépenses inutiles, mon appartement trop cher, mes abonnements à des services de streaming, même mon café quotidien.
Pas une once de compassion, juste un long réquisitoire sur ma prétendue irresponsabilité. Et quand je lui ai demandé de l'aide, il a poliment décliné, évoquant des projets de retraite avec sa femme, Stéphanie, et l'importance de gérer ses finances avec prudence. J'ai serré les poings sous la table, mais je n'ai rien laissé paraître point le week-end, j'ai pris la route vers Mont-Saint-Aignan pour voir Élise. Sa maison était un modèle de perfection bourgeoise. Meubles design, photos encadrées des enfants en uniforme, cuisine dernier cri avec machine à expresso professionnelle. Elle m'a accueilli avec un sourire un peu trop large, et dès que j'ai commencé à parler de ma situation, elle a affiché une compassion feinte. Quand j'ai évoqué les 5 000 €, son visage s'est crispé légèrement. Elle m'a expliqué, entre deux gorgées de latte, qu'avec les frais de scolarité des enfants, l'achat de leur nouvel Audi et la rénovation de leur salle de bain, leur budget était serré. Paul, son mari, était très strict sur les comptes. Elle m'a proposé, à demi-mot, de venir habiter chez eux temporairement, mais j'ai poliment refusé. Mon travail, ma dignité, tout était en jeu. J'ai senti qu'elle ne voulait pas vraiment m'aider, mais qu'elle ne pouvait pas le dire en face point, puis, il y a eu Julien, mon frère. Lui, c'était le champion de l'évitement. Après lui avoir envoyé un message détaillé, il m'a répondu par un laconique « dur, je suis à sec en ce moment ». Puis plus rien. J'ai essayé plusieurs fois de le joindre, mais il ne décroche jamais. Lui qui m'a tant demandé d'argent par le passé, lui qui n'a jamais remboursé un centime. C'était comme un coup de poignard. J'ai ressenti une colère sourde, mêlée à une profonde tristesse. Ma belle-mère, Stéphanie, n'a pas été plus tendre. Dès que je lui ai annoncé la situation, elle a raccroché presque sans me laisser finir. Peut-être que c'est le moment d'apprendre à mieux gérer tes finances, m'a-t-elle balancé. J'avais envie de lui répondre qu'elle aurait peut-être dû être un peu plus généreuse l'année dernière, quand je les avais aidés à payer une partie des travaux dans leur chalet. Mais le silence était plus fort. Mon beau-père, Warren, a été encore plus direct. Tu n'es pas ma fille, m'a-t-il dit. Point final. Tout le poids de son mépris m'a frappé. Il a fait comprendre que ces sous étaient pour ma mère et leurs éventuels enfants, pas pour moi. Une déclaration glaciale qui a fait écho à toutes les blessures jamais vraiment cicatrisées. J'ai contacté Romain, mon cousin. Au début, il a semblé compatissant, promettant de me joindre pour un déjeuner et un chèque. Mais le jour venu, il a annulé à la dernière minute, puis a disparu. Ses messages sont restés sans réponse. Sa dépendance au jeu semblait avoir vidé non seulement ses poches, mais aussi sa conscience familiale. Enfin, il y avait tante Hélène. Sa réponse était prévisible, mais non moins douloureuse. Elle a commencé par critiquer mon emploi et mes choix de vie, affirmant que j'aurais dû écouter son conseil de travailler à la banque. Puis elle a enchaîné sur les histoires des autres membres de la famille, vantant leur capacité à surmonter les difficultés sans mendier. Je n'étais qu'une irresponsable de plus à ses yeux. Ce soir-là, j'ai appris qu'elle racontait à tout le monde mes soi-disant déboires financiers, transformant mon épreuve en ragot malveillant. Après une semaine d'appels, de refus, de demi-mensonges et de silence, j'étais vidée. Mon expérience avait confirmé ce que je redoutais. Ceux qui m'avaient tant demandé d'aide n'étaient pas prêts à me la rendre. Cette personne, toutes celles qui avaient compté sur moi, m'avait tourné le dos. Mais alors que je m'attendais à sombrer dans le désespoir, mon téléphone a sonné. C'était tante Martine. Sa voix, douce et sincère, m'a réchauffé le cœur. Elle avait appris par ma mère et voulait savoir comment j'allais. Je lui ai raconté la vérité, enfin presque. Elle m'a proposé de déjeuner le lendemain, à sa charge. Le lendemain, dans un petit bistrot du Vieux-Rouen, Martine était telle que je l'imaginais. Cheveux poivre et cils tirés en queue de cheval, jean usé et cardigan élimé aux boutons disparates. Elle m'a serré dans ses bras avec chaleur, exprimant sa compassion pour mon licenciement. Pendant le repas, elle m'a posé des questions avec une attention rare, s'intéressant à mes démarches, proposant même de contacter d'anciens collègues pour m'aider. Puis, à la fin, elle a sorti une enveloppe de son sac, avec un sourire timide. 3 000 €. Ce n'est pas la totalité, mais ça devrait t'aider un peu. M'a-t-elle dit. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Comment accepter un tel cadeau de la part d'une femme qui vivait modestement, qui roulait dans une vieille voiture et faisait des heures supplémentaires pour joindre les deux bouts? Elle m'a pris la main et m'a offert son canapé pour que je puisse économiser sur mon loyer, sans jamais me faire sentir un fardeau. Cette générosité désintéressée m'a bouleversée. J'ai découvert que Martine, malgré ses soucis de santé et ses factures médicales, avait tout donné sans hésiter. Tandis que les autres, avec leur fortune, leurs conforts apparents, détournaient le regard. Ce soir-là, chez moi, j'ai avoué à Martine la vérité. Je n'avais jamais perdu mon emploi. J'avais inventé cette histoire pour tester qui, dans ma famille, serait là pour moi, sans savoir que j'étais devenue millionnaire. Elle a été triste, mais compréhensive. Elle m'a raconté sa propre expérience de trahison, quand son ex-mari avait dilapidé une petite héritage qu'elle voulait mettre de côté.
Elle m'a dit que certains voient l'argent comme une ressource à exploiter, pas comme un moyen de partage. Martine m'a offert bien plus que de l'argent. Un regard sincère sur la vraie nature des relations familiales. Ce que j'avais pris pour un test était en réalité une leçon d'humilité et de courage. Le lendemain, j'ai commencé à envisager l'avenir autrement. J'ai décidé d'établir un fonds en son nom, pour l'aider à vivre dignement sans jamais la stigmatiser. Et moi, j'allais choisir la liberté, la vraie, celle qui ne dépend pas du regard des autres. Mais, alors que je pensais avoir découvert toutes les cartes, une ombre est venue se glisser entre les plis de ce tableau familial déjà si complexe. Un message anonyme, mystérieux, glissé dans ma boîte aux lettres, laissant entendre que tout n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. Les jours qui ont suivi, je ne pouvais pas chasser ce message anonyme de mon esprit. Il était là, posé sur ma table basse, simple enveloppe blanche, l'absence de signature la rendant d'autant plus inquiétante. À l'intérieur, quelques mots griffonnés à la hâte, certains secrets ne restent jamais enfouis. Méfie-toi de ceux qui sourient trop. Cette phrase m'a glacée, comme si un voile d'ombre venait d'obscurcir ma vie pourtant déjà si troublée. Je me suis surprise à passer des heures à observer mon appartement, à scruter les visages des invités, à chercher dans leur regard la moindre trace de duplicité. Était-ce un avertissement? Une menace? Ou simplement le reflet de mes propres doutes, nés de cette douloureuse expérience familiale? J'avais toujours cru que ma plus grande richesse, c'était de savoir déchiffrer les gens, mais voilà que cette certitude vacillait. Dans ce contexte, je continuais à avancer, à reconstruire ma vie. J'avais pris la décision de quitter mon emploi de comptable, cette cage dorée où je me sentais invisible, pour me consacrer entièrement à la création de mon association, Deuxième Famille. Inspirée par tante Martine et par la solitude des personnes âgées que je croisais chaque jour dans les rues de Rouen, j'avais décidé d'offrir à ces oubliés de la société un peu d'attention, de chaleur, et un soutien concret. Chaque matin, je me levais avec cette énergie nouvelle. Je portais souvent des robes fluides aux couleurs chaudes, qui dansaient légèrement à chacun de mes pas, accompagnées de ballerines confortables. Un collier discret en argent, cadeau de Charlotte, reposait toujours contre ma peau. Ce petit bijou était devenu mon talisman, un rappel constant que malgré tout, j'avais un lien vrai avec quelqu'un. Charlotte, de son côté, était devenue plus qu'une amie. Elle était mon ancre dans ce tourbillon, ma confidente à chaque doute, mon allié dans cette quête de vérité et de justice familiale. Nos soirées sur le balcon de mon appartement, verre de Bordeaux à la main, étaient des bulles de légèreté dans un océan de complexité. On riait, on refaisait le monde, et parfois, on laissait tomber la façade pour parler de nos blessures profondes. Mais l'ombre du message restait. Une nuit, en rentrant tard d'une réunion avec quelques bénévoles, j'ai senti une présence inhabituelle dans mon immeuble. Un frisson m'a parcouru, et j'ai accéléré le pas. Arrivé devant ma porte, j'ai trouvé un petit paquet glissé sous le paillasson. À l'intérieur, un vieux journal local datant de 5 ans, avec une photo en noir et blanc de ma famille lors d'un repas dominical. Au dos, une annotation au crayon, regarde bien qui sourit vraiment. Je me suis assise, le cœur battant, le regard rivé sur cette image figée. Tous souriaient, oui, mais derrière ces sourires, je lisais les mensonges, les jalousies, les non-dits. Ce sentiment d'être à la fois spectatrice et actrice d'une pièce aux multiples actes. Le lendemain, j'ai décidé d'appeler tante Martine. Je lui ai raconté cette nouvelle énigme, et elle a froncé les sourcils, son regard s'assombrissant. Elle m'a rappelé qu'elle aussi avait connu des trahisons, des secrets qui avaient failli briser sa famille. Elle m'a conseillé de rester vigilante, mais aussi de ne pas laisser la peur guider mes pas. Ce conseil m'a fait du bien. J'ai compris que je devais avancer, malgré tout, avec la même force que celle qui m'avait poussé à gagner ce combat contre l'isolement et la duplicité. Le soir, alors que la ville s'embrasait sous les lumières orangées du crépuscule, j'ai regardé par la fenêtre. La Seine coulait paisiblement, indifférente aux drames humains qui se jouaient sur ses rives. Moi, j'étais à un tournant. J'avais de l'argent, un projet, et une vérité qui pesait lourd. Mais au-delà de tout ça, il y avait une question qui me hantait. Qui, dans cette famille, était vraiment prête à affronter ce que signifiait ce que je portais en moi? Je sentais que la réponse n'était pas encore arrivée, que le prochain acte de cette histoire serait encore plus intense, plus révélateur. Et au fond de moi, une lueur d'excitation mêlée d'appréhension prenait racine. Car parfois, pour trouver la lumière, il faut d'abord plonger dans l'obscurité la plus totale. Les semaines suivantes, j'ai senti l'atmosphère autour de moi changer subtilement, comme si une présence invisible glissait dans l'ombre de mon quotidien. Je continuais à avancer dans la création de Deuxième Famille, me plongeant dans ce projet qui me donnait enfin un sens profond. Mais cette ombre, ce message anonyme, ce paquet mystérieux, tout cela me laissait un goût amer, une sensation de fil tendu prêt à craquer. Je me suis surprise à observer mes proches avec une attention nouvelle, cherchant dans leurs gestes, leurs regards, ce que je n'avais jamais osé vraiment voir. Tante Martine était toujours là, son sourire chaleureux dissimulant pourtant une fatigue que je n'avais pas remarquée auparavant.
Charlotte, fidèle à elle-même, était devenue mon pilier, mais même elle semblait parfois inquiète, comme si elle percevait des dangers que je refusais d'admettre. Un soir d'automne, alors que les feuilles mortes tourbillonnaient sous une brise fraîche, j'ai reçu un message sur mon portable. Un simple texto, sans numéro, juste ces mots: la vérité n'est pas toujours ce qu'on croit. Cherche plus loin. Mon cœur s'est serré. Qui voulait me parler ainsi? Était-ce un avertissement ou une invitation? Je savais qu'il était temps de réagir. Je ne pouvais plus rester passive, prisonnière de ce secret et de ces jeux d'ombre. J'ai décidé de creuser dans le passé, de revisiter les histoires familiales, les non-dits, les blessures enfouies. J'ai passé des heures dans les archives municipales, feuilletant des vieux registres, épluchant des photos jaunies, cherchant des indices. C'est ainsi que j'ai découvert une vieille querelle, longtemps étouffée, entre mon père Gérard et sa sœur Hélène. Une dispute autour d'un héritage, d'un terrain de chasse en pleine Normandie, qui avait fracturé la famille bien avant que je naisse. Ce conflit semblait être la racine de beaucoup de rancunes et d'aigreur qui avaient pourri les relations actuelles. En apprenant cela, je me suis dit que la fortune que j'avais gagnée n'était pas seulement un cadeau du destin, mais aussi une lourde responsabilité. Comment utiliser cet argent pour panser ces vieilles blessures, sans réveiller la haine? Comment construire quelque chose de solide, quand les fondations étaient fissurées? La nuit, je rêvais souvent. De maisons lumineuses, de jardins paisibles où tante Martine pourrait enfin se reposer. De rires d'enfants, de repas partagés sans rancune ni jalousie. Mais le réveil était cruel. La réalité me ramenait à cette famille divisée, où chacun jouait sa partition, souvent discordante. Un matin, en allant au marché de la place du Vieux-Marché, j'ai croisé un homme que je connaissais à peine. Un ancien collègue de mon père, Monsieur Lefebvre. Il m'a abordé avec un sourire énigmatique, comme s'il voulait me dire quelque chose sans oser. Après quelques échanges prudents, il m'a laissé entendre que certaines personnes de ma famille avaient tout fait pour garder certaines vérités cachées, des secrets qui pourraient bouleverser l'équilibre fragile que je cherchais à construire. Je suis rentrée chez moi, le cœur battant, consciente que j'entrais dans un jeu dangereux. Mais je n'avais plus le choix. Je devais savoir. Pour moi, pour tante Martine, pour tous ceux qui, comme nous, cherchaient un peu de lumière dans l'obscurité. Ce soir-là, alors que je regardais la scène refléter les lumières de la ville, une certitude s'imposait. Cette histoire n'était pas terminée. Le prochain chapitre serait plus sombre, plus intense, plus vrai. Et je devais être prête à l'affronter, coûte que coûte. Les jours qui ont suivi cette rencontre avec Monsieur Lefebvre, un sentiment d'urgence s'est emparé de moi, comme si le passé lui-même me lançait un défi. Je sentais qu'il y avait des secrets enfouis sous les apparences lisses de ma famille, des vérités que personne n'osait affronter, mais qui pourtant menaçaient de tout faire basculer. Cette idée me donnait à la fois la chair de poule et une étrange excitation, comme si je me lançais dans une enquête dont l'issue pourrait bouleverser ma vie. J'y passais mes soirées à revisiter les archives, à confronter les témoignages, à analyser chaque détail, chaque photo, chaque document. J'ai découvert des lettres anciennes, des correspondances secrètes entre mon père et sa sœur Hélène, pleines d'amertume, d'accusations voilées, et surtout d'un silence lourd sur certains événements obscurs. Ce jeu de cache-cache avec la vérité me fascinait autant qu'il m'effrayait. Un soir, alors que la pluie tambourinait contre les vitres de mon appartement, je reçus une invitation inattendue. Un mot manuscrit, glissé sous ma porte, signé simplement « un ami ». Il me donnait rendez-vous dans un petit café discret du quartier Saint-Marc, un lieu que je connaissais à peine. L'étrangeté de la démarche me fit hésiter, mais la curiosité l'emporta. Arrivé au café, une silhouette masquée dans l'ombre m'attendait. La voix, basse et précautionneuse, m'a murmuré des fragments d'une histoire longtemps tue, un ancien différend familial, un héritage détourné, des alliances brisées. Des noms que je n'avais jamais entendus, des liens troubles, des trahisons silencieuses. Tout cela semblait expliquer tant de rancunes et de blessures invisibles. En sortant du café, le vent froid s'est levé, comme pour chasser les derniers doutes. J'avais désormais une mission, démêler ce nœud de mensonges et de rancunes, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour construire un avenir différent. Mais une question restait en suspens, lourde comme un secret inavoué. Qui, parmi eux, serait prêt à affronter la vérité avec moi? Les semaines suivantes, je me suis concentrée sur la fondation de deuxième famille, qui grandissait doucement, portée par la générosité et l'espoir. Tante Martine retrouvait un peu de sérénité grâce aux aides que je lui avais mises en place. Charlotte m'épaulait sans faillir, apportant sa lumière et sa douceur dans mes moments d'incertitude. Pourtant, au fond de moi, la tension montait. Je savais que le moment viendrait où je devrais affronter ma famille, dévoiler non seulement mon secret, mais aussi ce que j'avais découvert. La peur de la confrontation, du rejet, de la trahison me tenaillait, mais la volonté de vérité était plus forte. Un soir, alors que je regardais la ville s'endormir sous un ciel étoilé, une pensée m'a traversée, fulgurante. Et si le véritable trésor n'était pas cet argent que je gardais secret, mais la capacité à choisir qui mérite vraiment une place dans ma vie?
Cette question allait bientôt trouver sa réponse, dans un face-à-face que je redoutais autant que j'espérais. Car parfois, pour avancer, il faut savoir tout risquer, même ce qu'on croyait acquis. Le prochain acte de cette histoire serait décisif. Et je sentais, au plus profond de moi, que rien ne serait plus jamais comme avant.